Bienvenue sur le podcast d'Hospitality On. Voici notre entretien avec Olivier Chopin, directeur général des hôtels de Bordeaux et président de l'AIFE. Bonjour Olivier Chopin, bienvenue sur Hospitality On. Je vous laisse vous présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent. Bonjour Emmanuel, donc je suis Olivier Chopin, je dirige un groupe qui s'appelle les Hôtels de Bordeaux. C'est un groupe de 8 hôtels, on a été historiquement exclusivement en Louvre Hôtel avec 5 établissements de première classe, Campanile, Kyriade et Kyriade Prestige. On s'est ouvert à d'autres enseignes par la suite, on a un B&B, un Original City et un Holiday Inn. Voilà, donc c'est un peu plus d'une centaine de personnes pour les hôtels de Bordeaux. Parallèlement à ça, depuis 1 an et demi, je suis président de l'association des franchisés Louvre Hôtel, l'AIFE, qui travaille de façon constructive à côté de Louvre Hôtel pour la valorisation de ces marques. Merci Olivier. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment vous analysez les évolutions du marché hôtelier français en tant qu'investisseur de ces dernières années ? On se rend compte que c'est un domaine qui s'est complexifié. Il y a 1000 métiers en un. Alors, c'est passionnant pour les jeunes générations qui arrivent. Ça peut être un peu déroutant pour nous, mais on s'adapte à cette multiplicité de métiers. Le RM, TRH qui est là, le SEO, le SIA. Enfin, voilà, des termes qui sont réservés à des initiés, mais qu'on est obligé de s'approprier aujourd'hui. D'où l'importance de lier, en tout cas, avec un franchiseur, parce que c'est lui qui va avoir ces expertises-là en principe. L'hôtellerie qui se diversifie aussi, on voit les auberges de jeunesse qui arrivent maintenant, on a cette nouvelle concurrence d'Airbnb, mais qu'il faut regarder positivement et pas partir en guerre contre elle systématiquement. Bien sûr, il faut faire du lobby, mais pas que. Comment on fait pour capter cette clientèle-là qui est attirée par Airbnb. On peut aussi réfléchir à mixer les deux, économie collaborative et puis notre économie hôtelière traditionnelle. Donc ça peut être intéressant si on envisage de ce point de vue-là. Et il faut tout regarder. Il faut tout regarder parce que aujourd'hui, la rentabilité de chaque domaine, on la maîtrise pas trop, donc on reste attentif et puis on regarde ces essais-là avec attention. Et côté investisseur, l'arrivée des nouveaux entrants, qu'est-ce que ça apporte ou pas ? Ça apporte du bien pour nos hôtels parce que ça ramène de la liquidité dans les affaires, et donc ça valorise mécaniquement nos établissements. Et il y a toujours des affaires qui se vendent à des prix intéressants. Donc d'un point de vue purement égoïste, ça valorise nos actifs. Donc c'est très bien, ça rend le marché liquide et j'ai pas l'impression que ce soit sur le point de se terminer, parce que sinon on courrait à la catastrophe, je trouve. Donc je vois de façon assez positive. Le côté un peu plus négatif, c'est que les investisseurs historiques et traditionnels, au final, avec cette survalorisation des actifs, ne peuvent plus se positionner, je trouve, sur des rachats d'établissements existants. Donc, quelle est l'option qui reste ? C'est de se positionner sur de la construction, avec une valorisation, une création du fonds de commerce. Donc, ils sont là, on constate qu'ils sont là. Il y a du positif et du négatif, mais on s'adapte et je pense qu'ils sont là pour longtemps. Je vous propose qu'on échange un peu ensemble sur l'impact des événements qui se sont déroulés fin 2018, cette fin d'année aussi. À quel point ça a pu vous impacter au sein des hôtels de Bordeaux ? J'ai un établissement, un Campanile, qui est en face de la gare Saint-Jean. Celui-ci est le plus durement impacté, puisque c'est la liaison Paris-Bordeaux qui est le plus touché. Sur les autres, bien sûr, on a des établissements pour lesquels il y a des annulations de séminaires, par exemple, mais ça reste dans des proportions raisonnable. Il y a une baisse, il y a une morosité qui continue à s'installer et qui devient limite structurelle et plus conjoncturelle. Ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an maintenant qu'on est impacté très fortement, je trouve, et il est urgent d'en sortir. Et je trouve qu'on n'entend pas assez notre voix parce qu'il y a des établissements qui sont en danger et très clairement, peut-être parce qu'on n'intéresse pas assez de monde au niveau électoral, mais on est un vivier de jobs et de pros qui sont là. J'ai dormi, par exemple, sur un hôtel sur la Défense depuis 1 mois, les salariés dorment sur l'établissement. Donc voilà, il y a des emplois à préserver, il faut qu'on arrive au bout de ça. Il faut aussi qu'on arrive à faire entendre notre voix. Il y a des commerces qui sont vraiment en danger. Alors, en tant que franchisé, j'aimerais qu'on parle un peu plus de votre partenariat avec votre franchiseur au niveau global. Comment ça se passe, comment ça évolue, quelles sont vos attentes ? Nous représentons 350 établissements. Louvre Hôtel a 75% d'établissements en franchise et nous représentons la majorité des établissements en franchise. On n'est pas des râleurs, on n'est pas un syndicat. Nous sommes c'est un regroupement d'entrepreneurs qui sont passionnés par l'hôtellerie, qui se veulent être les ambassadeurs de marques comme Campanile, Première Classe, Kyriade Prestige, Golden Tulip maintenant. Nous avons choisi il y a longtemps pour certains, récemment pour d'autres. On est dans une démarche de partenariat, en tout cas d'état d'esprit complètement constructif avec Louvre Hôtel. Les adhérents viennent dans l'association
parce que on peut leur trouver de temps en temps des solutions alternatives sur des fournisseurs, par exemple, ou des PMS aménagés pour les franchisés avec plus d'agilité ou une meilleure maîtrise de la data. Et un outil de veille à une convergence d'intérêts entre le franchiseur et le franchisé. On est résolument dans une démarche constructive et on peut être aussi également lanceur d'alerte avec Louvre-Hôtel. Et aujourd'hui, on n'est pas en position de lancer une alerte, c'est pas ça, mais on est très impatient. Ça fait 5 ans que Jin Jiang a acheté le groupe. 5 ans, c'est la moitié d'un contrat de franchise. On constate et on est patient, on est des bons élèves patients. Que Jin Jiang soit le second groupe mondial, on en est ravis, c'est très chouette et on espère en profiter en termes de notoriété, en termes de puissance de frappe, en termes de négociation avec les OTAs. Mais aujourd'hui, ceux qu'on a envisagés, on a besoin de le voir là sur les premiers mois de 2020. Et je vous redis, on n'est pas dans une position où on râle, on est dans une position d'attente et d'impatience, veut que Jin Jiang montre maintenant sa puissance de feu sur nos établissements. Je vais prendre l'exemple d'un Kyriad à Bordeaux ou à Tours, n'importe lequel, qui se dit ok, qu'est-ce que fait Jin Jiang pour nous, en quoi ça se répercute sur mon activité? Est-ce que j'ai réellement des hubs de Chinois qui viennent sur mes hôtels? On est dans cette attente-là. Au final, je vous ai dit, on n'est pas des râleurs. Quand on râle, on aboie et on ne fait rien. Et on sera les premiers à faire le message de marque forte, mais il faut que ces marques se redifferencient à nouveau. Si je vous demande, Emmanuel, quelle est la différence ou quel est l'ADN de Campanile ou de première classe, ou quelle est la différence entre un Campa et un autre établissement, est-ce que vous êtes capable de me répondre? Oui, mais on triche un peu parce que je connais un petit peu le secteur. D'accord. Même s'il y a des progrès qui ont été faits, il faut le reconnaître. Il y a des progrès. Chez Golden Tulip, il y a un travail qui a été fait par le groupe. Tout à fait. Mais c'est ça qu'on attend. Et il y a un Smart Campanile qui arrive à Lyon, qui était un prototype testé en Chine depuis 3 ans et qui arrive. On n'est pas idiot, on comprend que les fondations sont longues à mettre en place, sauf que de façon triviale aussi et un peu abrupte, au bout d'un moment, on a une relation client-prestataire ou fournisseur aussi, et il faut que le service soit rendu, soit délivré. On est confiant, en attente et très impatient. Bon, c'est que du positif finalement. C'est que du positif dans le bon sens. Exactement. En tout cas, on portera les messages, et comme on le fait aussi, parce que le rôle de l'AIFE, c'est quand il y a un développement d'un établissement, il y a toujours un référent local, et le message, les bonnes pratiques se répercutent, et il y a toujours quelqu'un pour aider les nouveaux franchisés. Justement, quelles sont pour vous les problématiques les plus prégnantes auxquelles vous êtes confrontés en tant que propriétaire hôtelier? Les problématiques les plus prégnantes et ce qui aujourd'hui va permettre de valoriser au mieux, et le vrai arbitrage et le plus gros choix, c'est justement de ne pas se tromper de franchise au départ. Aujourd'hui, les rapports se sont décomplexés. Le franchiseur va choisir ses franchisés. Les franchisés vont aussi choisir le franchiseur en faisant leur benchmark, etc. Donc, à aller vers l'enseigne la plus sexy. Ensuite, un sujet auquel nous sommes tous confrontés, c'est la problématique du recrutement. Là où ça se limitait il y a quelques années sur la partie cuisine, où on avait du mal à recruter sur des savoir-faire parce que il n'y avait pas assez de cuisiniers. Et au final, tant mieux pour les cuisiniers. Mais aujourd'hui, ça se répercute sur tous les départements, en réception, en salle, en cuisine toujours. Et on a du mal à recruter. Sur ce sujet-là, je l'ai dit, il faut changer de paradigme. J'ai pas la solution, mais vraiment, il faut revoir les choses. Il faut revoir nos attentes aussi du côté investisseur. C'est-à-dire, comme on parlait en off tout à l'heure, en tant qu'investisseur, ce qu'on veut, c'est demain un jeune homme ou une jeune fille de 25 ans qui va venir, qui va savoir parler 3 ou 4 langues, que les investisseurs ne savent pas forcément faire, mais on va vouloir ça, et cette personne-là, on va la payer au SMIC. Et si elle est très bien, on va avoir tendance à la garder dans ce rôle-là. Mais non, il faut casser ça. Il faut revoir peut-être la grille de salaire. Il y a une action peut-être à faire de lobbying, à dire ok, tiens, peut-être que il faut faire des réductions de charges, non pas sur les embauches au SMIC, mais de façon dégressive sur des salaires un peu plus hauts. Ça nous incitera à payer mieux aussi. Et on peut aussi, mais ça c'est un travail aussi à faire avec le franchiseur, s'appuyer sur le franchiseur pour dire ok, tiens, maintenant on est Jin Jiang, maintenant on est 2e groupe mondial, et chez nous, que ce soit des franchises ou des filiales, regarde ce que tu peux faire, c'est que demain, tu viens chez nous 3 mois ou 6 mois comme réceptionniste, tu peux évoluer là, mais il faut raccourcir ces périodes-là de formation et être prêt à perdre les gens pendant 6 mois, recruter aussi des profils plutôt que des savoir-faire, et être prêt à cette rotation, à payer mieux et à réenclencher cet ascenseur social qui existe vraiment, je le pense très sincèrement, dans nos métiers, et pour le coup,
avoir un franchiseur peut permettre ces progressions de carrière, mais par contre, oui, à l'échelle locale et régionale, il ne faut pas se dire, tiens, on a une pépite, on la garde sous le coude. Non, il faut la partager. On a 3 mois, c'est très bien, on a 6 mois, et on va réamorcer un cercle vertueux. Voilà, une problématique RH et une problématique développement durable qui pouvait être autrefois, mais il y a 2 ou 3 ans, où on s'engageait dans une démarche et on n'y croyait pas sincèrement. Mais aujourd'hui, ça devient vital de partir là-dedans. Il faut donner les moyens parce que aussi bien les clients que les salariés aujourd'hui sont en attente légitime de ça, et ce sera un choix de leur part qui sera acté, en tout cas légitimé par les valeurs que vont véhiculer le groupe. Et en tant qu'investisseur, c'est toujours d'avoir des établissements économes en énergie, Bien sûr. J'ai co-labellisé un hôtel, je me disais, tiens, mais c'est un coup de com', je vais faire des économies d'énergie, etc. Mais non. Ok, il faut le faire de façon encore plus sincère aujourd'hui parce qu'on fidélisera nos clients et nos équipes. Comme ça, c'est plus un artifice, c'est vital. Merci beaucoup Olivier Chopin pour ce temps passé sur Hospitality On.